digital de TV Finance et j'ai le plaisir de recevoir en plateau Richard Strul. Bonjour Richard, bonjour. Vous êtes président et fondateur de Raisonnéo. On va parler avec vous de perspective du digital, d'usage du numérique. Qu'est-ce qu'en ont fait les entreprises pendant la crise du Covid? Quels ont été d'abord les grands changements? Alors, les grands changements autour du Covid, le premier, c'est que les usages digitaux, globalement, ils ont explosé. Il y a des usages comme la signature électronique, le paiement sans fil, sur lequel il n'y aura pas de retour en arrière. C'est des choses qui se sont démocratisées, y compris dans des professions qui n'en voulaient pas au départ, comme les notaires, par exemple. Et puis, le e-commerce a explosé. Il a vraiment explosé, puisque je crois que le e-commerce a fait à peu près 50 croissance en un an. Parce que les seniors se sont mis à faire leurs courses en ligne et qu'il n'y a pas de raison qu'ils reviennent en arrière a priori. Il y a une explosion du volume dans des métiers comme les nôtres. Nous, on s'occupe beaucoup d'acheter du média sur Google et Facebook pour nos clients. On a vu une explosion au mois de décembre dernier. Ça fait x2, x3. Donc ça c'est un premier point. Et de façon générale d'ailleurs, les médias digitaux ont grignoté les médias classiques. À part la télé, ils se sont développés de façon très massive en fin d'année, aux dépens des autres médias. Voilà. Et puis, mais je crois que ça affecte tout le monde, on en parlait encore très récemment. Le télétravail est en train de gagner tout. Il y a un bouquin très intéressant, Les chimpanzés et le télétravail, qui a été écrit par un type qui s'appelle Pascal Pic, qui donne une vision assez intéressante des choses. Parce qu'en gros, il dit que ce qui a rapproché les gens de leur outil de travail après la révolution industrielle, c'est le fait que tout le monde ne pouvait pas se payer une grosse machine à vapeur. Et là, le Covid a vraiment créé une bascule en montrant aux gens qu'on pouvait aussi travailler à distance. Sauf qu'il dit aussi que ça a mis 50 ans à basculer dans un sens, ça va peut-être mettre 50 ans à basculer dans l'autre et que ça a des implications sociales assez lourdes derrière. Mais c'est un sujet qui est massif. Oui, c'est ça. Quel est le coût du numérique? Alors pour les TPE, d'ailleurs, elles s'y sont mises, ça n'a pas forcément été très cher de créer un site internet, un site de e-commerce. Mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que leurs données sont sécurisées? Est-ce que le nécessaire est fait de ce côté-là? Alors sur la cybersécurité et la sécurité des données, je crois que c'est un problème qui est plus large que celui du Covid, parce qu'il y a quand même une vraie montée en puissance de l'insécurité informatique, des ransomware et de tous ces sujets-là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lié au Covid. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il y a vraiment un aspect de coût, alors qui n'est pas encore très maîtrisé, lié au télétravail et à la décentralisation globale de tout ça. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il doit y avoir, je crois de mémoire, à peu près 35 ou 37% des métiers qui sont télétravaillables. Et ça limite, vous faites toiletteur pour chien à distance, ça n'existe pas encore. Coiffeur à distance, ça n'existe pas encore. Donc je pense qu'il y a quand même encore une marge de manœuvre et que les coûts vont être difficiles à évaluer. Ça va se stabiliser, je pense, dans les 3 ans qui viennent, mais c'est difficile à évaluer pour l'instant. Et en termes d'intelligence artificielle, forcément, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi un bond qui a été fait? Où est-ce qu'on en est à présent? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un bond particulier qui ait été fait, mais l'intelligence artificielle, on en trouve partout maintenant. Elle est en train de s'instiller dans tous les métiers. Les assureurs utilisent de l'intelligence artificielle pour assurer mieux, moins cher. Il y a des boîtes comme Accenta, par exemple, qui décarbonent l'énergie en utilisant l'intelligence artificielle. Les voitures commencent à se conduire toutes seules, avec les conséquences qu'on verra derrière. Parce que si vous n'avez plus besoin de conduire, vous allez faire tout un tas d'autres choses, donc ça va modifier considérablement les usages. Donc il y en a partout. Ce qui est certain, il y a un article du Monde qui est sorti ce matin qui était très intéressant, qui était lié au Facebook Papers, au fameux Facebook Papers, et à Frances Haugen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, la dame qui a dit que Facebook avait amendé ses algorithmes au moment de la crise des fake news, et puis que pof, ils étaient revenus en arrière. Et l'article est intéressant parce qu'il dit qu'en gros, un des principaux problèmes quand même, c'est que les ingénieurs de Facebook disent on sait encore qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, mais on ne sait pas trop ce que ça fait. Je crois que le truc qu'il faut comprendre, c'est que même s'il y a beaucoup de légendes autour de ça et de tout le syndrome de Frankenstein et le fait que ça se retournera contre nous un jour et la singularité de Vernor Vinge, il y a la chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a tendance à intuiter des corrélations ex ante avant, et que l'intelligence artificielle, elle teste un truc, elle voit si ça marche, et si ça marche, elle le répète. Et quelquefois, elle va trouver des corrélations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer au départ. Et au bout d'un moment, quand on a modifié des centaines de fois des algorithmes, on est quasi incapable
souvent, et c'est pas la première fois que les ingénieurs d'entreprises comme celle-là le disent, sauf qu'ils sont très avancés quand même sur l'intelligence artificielle, on est à peu près incapable de dire comment elles font et ce qu'elles font. On connaît le résultat à l'arrivée, mais dans l'intervalle, c'est une black box. Il y a une économiste, la Joëlle Toledano, qui a écrit un bouquin sur GAFA, reprenons le pouvoir, qui disait qu'en gros, la vraie problématique là-dessus, c'est que arriver à rétro-ingénierer ce qu'il y a dans les bécanes de Google ou de Facebook ou de tous ces acteurs-là, c'est quasi impossible. Et comme on ne peut pas rétro-ingénierer, quand on a compris à peu près comment ça marchait et qu'on veut légiférer dessus, ça fait belle lurette qui sont passés à la techno d'après. Voilà, donc ça pose quand même un vrai problème. Et donc l'article ce matin disait qu'en fait, dans la non-action de Facebook vis-à-vis des fake news dans certains cas, il y a le fait de ne pas vouloir amputer leur pouvoir commercial, mais il y a aussi le fait que quelquefois, ils ont testé des trucs et ça n'a pas donné du tout le résultat escompté. Et notamment, il y a par exemple un score qui classe les messages qui arrivent dans vos fils, et ce score-là, il y a des cas où il a une telle largeur qu'au lieu d'être de 1 à 100, il va de 1 à 1 milliard. Et donc même si on met des mesures qui brutalement divisent ce score par 2 ou divisent ce score par 3 pour essayer de réguler les choses, 1 milliard divisé par 2, ça fait toujours 500 millions, c'est beaucoup plus que 100 et le message viendra toujours en tête. Voilà. Et ils sont de moins en moins capables de maîtriser ces choses-là. On a vu passer aussi, alors chez moi il y a des gens qui font du référencement naturel, ces gens-là, ils ont de plus en plus de soupçons sur le fait que Google utilise de l'intelligence artificielle pour savoir s'il indexera ou pas un document. Ça veut dire que si vous écrivez un article, l'intelligence artificielle va évaluer si ça vaut la peine ou pas, en fonction de tout un tas de critères, de le mettre dans le web. Ce qui fait que quelqu'un qui vous cherchera ne trouvera peut-être pas votre article si Google a décidé de ne pas l'indexer. Le soupçon qui court, c'est que ces gens-là commencent à faire comme ça, parce que l'intelligence artificielle, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. La data à stocker, un algorithme pour apprendre. Le machine learning, ça nécessite beaucoup de données. Il faut mettre beaucoup de données là-dedans pour que ça bouge. Et ça commence à coûter très cher. Et d'ailleurs, il y a aussi des bruits comme quoi les Chinois qui ont investi massivement dans l'intelligence artificielle commencent à se poser la question de la rentabilité économique quand la masse de données est trop importante. Mais c'est ça, parce que finalement, les GAFA, on voit qu'il y a aussi un manque de maîtrise de cette intelligence artificielle, mais ça veut dire qui est devant, qui maîtrise le mieux. Est-ce que les Chinois on en va même devancer les Américains ? Alors aujourd'hui, il semblerait que oui. Kai-Fu Lee, qui est l'ancien patron de Google China, a écrit un bouquin qui s'appelle, je crois, La plus grande mutation de l'histoire, où il explique qu'en gros, je la fais très courte, les Chinois ont pris de l'avance sur le bloc occidental, d'abord parce qu'ils ont eu très peur quand AlphaGo a battu le joueur, le champion de Go, parce qu'ils se sont dit que eux qui avaient des stratégies qui étaient basées là-dessus, si une bécane pouvait reproduire la même chose, ils étaient en danger politiquement, donc ils ont mis une masse financière absolument colossale, ça aide beaucoup. Ils ont quelques champions digitaux qui se sont développés très fortement et qui, contrairement à ce qui se passe dans la Silicon Valley, ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle. Donc ils sont quand même dans une situation où il faut être un warrior pour arriver jusqu'au bout. Et donc ces gens-là, surtout pour se différencier, ils ont accrété beaucoup de data sur les usages phygitaux de leurs clients, c'est-à-dire ce que vous allez vous acheter une pizza, mais vous la payez de façon digitale, mais vous la consommez dans le monde physique. L'anecdote rigolote, c'est que c'est ce qui a fait le succès de Bloomberg dans les années 80 versus les autres concurrents des marchés financiers en matière d'information financière. C'était ces services intégrés. Et que ce faisant, ils ont accrété beaucoup de data, beaucoup plus de data que les Occidentaux. Et comme un algorithme, il a besoin de beaucoup de data pour se nourrir et pour apprendre, ce faisant, ils ont pris pas mal d'avance. Ça, c'est la position de Kai-Fu Lee. Elle vaut ce qu'elle vaut. Après, il y a un autre nerf de la guerre qui est non négligeable, qui est l'argent. Et j'entendais ce matin, en venant, que le gouvernement français avait voté, je crois, 400 ou 800 millions d'investissements pour robotiser, robotiser l'industrie française. On est, je crois, 10e même derrière les Italiens. C'est un signe, enfin je dis avec une italienne, il ne faut pas que je dise ça trop, mais et que on allait mettre 800 millions d'euros, mais les investissements de l'autre côté de l'Atlantique sont en milliards, et dans le bloc chinois, ils sont en dizaines de milliards. Donc on est quelque part, on attaque on vide la mer avec une petite cuillère,
c'est pas forcément la meilleure façon de prendre de l'avance. Et puis on a tendance à laisser filer nos cerveaux. Il y avait un gros sujet l'autre fois sur Yann Lequin qui s'occupe maintenant de l'intelligence artificielle de Facebook depuis des dizaines d'années. On laisse partir pas mal de gens dans ce domaine-là, faute de les rémunérer correctement. Et pour revenir justement sur Facebook, Facebook veut lancer son fameux métaverse, un monde parallèle complètement digital. Et là, en fait, il sera question de vivre des expériences dans cet univers-là. Et peut-être même, tout à l'heure, vous parliez d'aller chez le coiffeur, de vivre, d'avoir des interactions, en tout cas, du monde réel dans le monde numérique. Et qu'est-ce que ça peut changer? Alors, ça va faire un peu vieux con, mais si on se souvient, il y avait un truc qui s'appelait le deuxième monde dans les années 90 qui avait été créé, je crois, par Canal+, entre autres, qui était une espèce de truc sur CD-ROM qui permettait d'avoir une espèce de monde virtuel dans son ordinateur. Et puis, dans les années 2000, il y a un truc qui a assez bien marché qui s'appelait Second Life et qui était extrêmement limité par la technologie disponible, par le fait que c'était piloté par des moyens assez classiques. Mais enfin, ça existait et il faut se souvenir qu'il y avait des agences immobilières qui vous vendaient dans Second Life des immeubles virtuels pour mettre votre marque dessus. Il y a même, moi je me souviens d'avoir conversé dans Second Life avec un monsieur de la caisse d'épargne et à qui je disais mais qu'est-ce que tu fais là? Il me disait je fais là que la caisse d'épargne a voulu tester, d'accord, mais je peux acheter quoi? Il dit rien mais je suis là. Voilà. La tentative de... Alors d'abord, Facebook a vraiment besoin de détourner l'attention de tout ce qui a été raconté récemment à cause de ce qui a été sorti par Frances Haugen. Ils ont annoncé 10 000 emplois en Europe sur le métavers. Pour l'instant, il n'y a rien de très concret là-dessus. Ça reste très virtuel. Mais le métavers, ça a objectif d'être ça, une espèce de monde virtuel. Donc, c'est avec des technologies beaucoup plus avancées, avec de l'intelligence artificielle et avec leur moteur Horizon dedans, j'imagine, la capacité d'interagir comme ça dans un monde, ça existait déjà. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de faire des expériences de réalité virtuelle qui sont beaucoup plus avancées. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites pour adjoindre les autres sens, pas seulement la vision et l'audition à l'intérieur de l'expérience virtuelle. Le truc qui fait un peu peur quand même quand on y réfléchit, c'est que ça fait longtemps que Zuckerberg dit qu'il veut de la télépathie là-dedans, et autant que je me souvienne, il avait embauché pour piloter le projet l'ex numéro 2 de la DARPA, qui est l'unité de recherche de l'armée américaine, donc ça fait un petit peu peur quand même. Et son rêve, c'est que moi je puisse exprimer en français « Salut, comment tu vas ?» à un Chinois, et que lui il entende en chinois, puisque comme ça parlera directement de cerveau à cerveau, on ne sera pas embêté par le reste. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de filer vos pensées à Zuckerberg, mais moi, pas tellement. Il faudrait que ce soit quand même bien il faut que régulé, ce soit très encadré. encadré. Et la vraie question là-dessus, c'est que feront-ils de l'information? Parce qu'il y a un moment où ça veut dire qu'ils sont capables de décoder non pas les pensées, mais la mise en activité d'une zone du cerveau. Ce que font déjà certains casques. Il y a déjà des expériences qui permettent de faire ça. En 2016, il y en a eu une. En 2014, il y en a eu une. Donc ça commence à bouger de ce côté-là. Et puis la question, c'est la réversibilité. Si je suis capable de savoir que si cette zone-là du cerveau est activée, ça veut dire que j'ai envie d'une glace à la fraise. Si on a envie de me donner envie d'une glace à la fraise, est-ce qu'il ne suffit pas d'activer cette zone du cerveau? Je résume un peu, mais en gros, il y a une vraie question qui se pose autour de ça. Et quand on voit que, parce que c'est le cas aujourd'hui, que les GAFA sont en train tous de développer des walled gardens, des espèces de précarés, où ils font en sorte que l'information ne puisse plus être dispensée à quelqu'un d'autre qu'à eux. Donc, en termes de tracking sur les sites internet, c'est déjà ce qui est en train de se mettre en place. Apple a coupé la lumière à tout le monde en supprimant les cookies avec ATT. Google avait annoncé pour 2022, et finalement ce sera 2023, qu'ils n'accepteront plus les cookies tiers, ce qui fait qu'ils couperont la lumière à tout le monde sur ce qui se passe en dehors de l'univers Google. Donc ils sont tous, et Amazon, on en parle moins, mais fait la même chose, donc ils sont tous en train de privatiser un champ dans lequel Apple vend des services au travers des apps, au travers de... Donc il va falloir évidemment regarder de plus en plus près, de plus en plus... Ce qu'ils font. Oui. Merci beaucoup Richard Streux, président et fondateur de Resoneo, pour cette interview digitale.